Et salut à tous, c'est Baba des Bois et on continue cette série aujourd'hui sur la génération procédurale pour notre roguelike. Et donc la dernière fois on s'était laissé avec simplement une grille remplie de murs. On mettait un walker dedans, le walker se déplaçait, il creusait son petit trou et voilà, c'est tout. Et c'est pas mal parce que c'est quand même déjà la base de ce qui va nous servir, enfin c'est ce qui va nous servir de base pour la suite. Donc c'est déjà une bonne base, c'est cool. Maintenant, on va faire deux choses. On va faire en sorte que notre walker il soit capable de créer des sous-walkers pour faire des petits embranchements dans notre donjon. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura un petit peu creusé la base du donjon. On aura la topologie du donjon, si vous voulez. Mais après ça, il va falloir rajouter l'entrée et la sortie du donjon et vérifier si le donjon est assez grand. Typiquement, on veut qu'il y ait une taille minimum du chemin le plus court entre l'entrée et la sortie qui soit, je sais pas moi, de 5 ou 6 cases par exemple. Pour s'assurer que le donjon est suffisamment grand. Parce que si votre donjon il fait 4 cases, il y a 3 salles côte à côte et c'est fini, ça va pas être très intéressant pour les joueurs. Donc on va commencer par les sous-walkers. Et ensuite on s'occupera de cette histoire d'entrée et de sortie. Et de ce qu'on va appeler la profondeur du donjon. C'est-à-dire le chemin le plus court entre l'entrée et la sortie. Et vous allez voir qu'avec ça déjà on va avoir pas mal de matos. Alors le code en était à là. Et si je lance le jeu, on avait un résultat comme ça. Donc j'appuie sur entrée et il me fait une génération. Chaque fois que j'appuie sur entrée, il me refait une génération. Ma génération est très simple, vous voyez. Ça ressemble à ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'agrandir un tout petit peu la grid size. Par exemple, on va mettre 10 par 10. Ok. Et donc là, si je relance, vous allez voir, donc c'est un peu plus grand. Voilà, j'ai juste besoin d'un petit peu d'espace pour laisser un peu de place au walker de s'exprimer, parce que potentiellement on peut avoir des générations qui sont très en longueur ou très en hauteur, etc. Donc s'il y a un peu de place, ça évitera que les walkers rencontrent les bords du donjon trop vite. Voilà. Donc notre walker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des sous-walkers quand il va se déplacer dans la grille. Donc en gros, il va se déplacer dans la grille, et dès qu'il va atteindre un certain point, en plus de creuser ce point-là et de continuer son chemin, il va dire, à cet endroit-là, tu vas créer un autre walker. Et cet autre walker, il va se déplacer un peu moins que le premier, évidemment, il va avoir un nombre de déplacements maximum qui va être plus petit. Donc on va faire ça. Donc on va aller dans le script walker. Alors si vous voulez trouver un script rapidement, vous pouvez faire Alt Maj O. Et là vous tapez walker. Vous avez Alt Maj O et Ctrl Maj O. Donc Alt Maj O vous permet de chercher un fichier, quel qu'il soit. Et Ctrl Maj O, c'est juste les scènes, uniquement. Très pratique parce que d'aller fouiller dans le système de fichiers ici, ça va beaucoup plus vite. Chez Walker. Hop. Ok, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un arrêt qui va s'appeler, par exemple, Sub-Walkers Steps. Sub-Walkers Steps, on va dire, un truc comme ça. Donc c'est un arrêt qui va contenir plusieurs entiers. Et ces entiers, ils vont définir à quel step on va générer un nouveau walker. Donc par exemple, si j'ai dans mon arrêt, j'ai 7, c'est quand le walker va atteindre le 7e pas, il va générer un sous-walker, ok. Donc ça, il peut en contenir plusieurs si on veut. Voilà, donc ça c'est un arrêt. On peut mettre pull int array, comme ça on sait ce que c'est. Pull int array, donc il peut contenir que des entiers. On va le faire comme ça. Voilà, c'est un pull int array. Maintenant, au moment où je crée mon walker, je vais pouvoir lui dire quand est-ce que tu vas créer des sous-walkers. Donc il va falloir que dans mon init, ici, je puisse lui passer un arrêt qui va définir mon sub-walker steps. Quand je vais faire un point new, là, quand je vais faire walker.new pour créer un nouveau walker, il faut que je lui définisse à quel nombre de pas tu vas créer des walkers. Mais en fait, je pense que je vais faire plus simple que ça. Plutôt que de lui passer un arrêt ici, je vais lui passer un entier. Je vais lui dire le nombre de sous-walkers. Je vais faire nb sub-walkers. Ok, je vais être un entier. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui va faire que on va choisir aléatoirement, parmi tous les pas qu'il va faire, de 0 au nombre maximum de pas, quel est le pas où tu vas placer un nouveau walker. Et on va le faire autant de fois qu'on a de sub-walker. Alors, comment on va faire ça ? On va faire une fonction. Choose sub-walkers steps. Et ça, c'est ça qui va remplir l'arrêt ici. Okay. Donc là, ce que ça va faire, c'est que... Donc là, on va mettre le nombre de walkers en entrée. Le nombre de walkers qu'on veut générer. Donc mettons qu'on veut en générer 2, par exemple. 2 sous-walkers.
va faire for i in range nb walkers. Vous vous souvenez, le range, ça me crée un array de valeurs entre 0 et la valeur que je lui donne. Donc là, il va me créer un array de valeurs entre 0 et 2. Donc en fait, il va me créer un array qui contient 0 et 1. Et donc, i va avoir successivement la valeur 0, puis la valeur 1, ici. Si nb walker est 2. Je fais un petit rappel sur range parce qu'on va s'en servir après. Et on va s'en servir maintenant même. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... en fait, ici, je veux lui donner une valeur aléatoire entre 0 et max steps. On est d'accord? Parce qu'il faut que mon subwalker il soit généré quand je fais un pas entre le premier pas et le dernier. Mais il ne faut pas que j'ai deux fois la même valeur, parce qu'il ne faut pas que je génère deux walkers au même endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire var steps array. Et ça va être égal à range de max steps. Donc là, si max steps c'est 7, on a dit que range, ça me renvoyer un array entre 0 et la valeur ici. Donc ça me renvoyer un array qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais avoir toutes les valeurs de 0 à 6 inclus. Donc ça, c'est mon step array. Et le seul truc que j'ai besoin de faire, c'est de lui dire ça, tu vas me le shuffle. Donc tu vas faire un shuffle. Shuffle, ça mélange l'array en fait. Donc là, toutes mes valeurs de 0 à 6, elles vont être mélangées. Et donc maintenant, ici, ce que je vais dire, c'est que je vais prendre une valeur de cet array et tu vas la retirer de l'array. Donc ça, je pourrais pas la prendre deux fois. Donc là, je vais juste lui dire steps array point popfront. Ah oui, alors il n'y a pas la fonction popfront parce que c'est un poolint array. Bah, vous savez quoi, on va en faire un array plutôt. En fait, c'est pas pratique les poolint array, ça manque de fonctions pratiques. Alors que array a plein de fonctions pratiques, notamment popfront, popback, etc. Et alors popfront, ce que ça fait en fait, c'est que ça retire le premier élément de l'array et ça vous le retourne. Donc, par exemple ici, si je fais step array.popfront, ça va me retirer le premier élément de l'array. Je ne sais pas laquelle des valeurs entre 0 et 6 ça va être, mais ça va être une des valeurs entre 0 et 6. Ça va me la retirer de l'array et ça va me la renvoyer dans ma variable que je vais mettre là. Donc je vais dire var step égale ça, par exemple. Et ici, ce que je vais dire, c'est que là, j'ai trouvé à quel pas je vais instancier mon nouveau walker. Et donc, je vais juste dire, je vais rajouter dans mon array, donc l'array qui s'appelle subwalker steps. On va faire subwalkersteps.append et là, on va ajouter step. Ok, et on va le faire autant de fois qu'on a de walker. Et je vais juste rajouter une petite sécurité qui est if steparray.empty. C'est-à-dire si on a vidé complètement le step array, mais qu'on a encore des walkers qu'on doit instancier, à ce moment-là, on va juste break. On va sortir de la loupe, parce que sinon il va boucler pour rien. Voilà. Bon, on n'était pas obligé de faire ça, parce qu'a priori, on va pas mettre plus de walkers qu'il n'y a de pas, mais c'est juste dans le but de bien faire les choses. Donc ça va me donner un array. Enfin, ça va remplir mon subwalker steps. Ça va le remplir avec autant d'index de pas, de 0 au nombre maximum de pas, qu'il n'y a de subwalker que je veux créer. Donc ici, je vais faire choose subwalker steps en lui passant nb subwalker, et donc il va me dire, il va me mettre, genre si je veux deux subwalkers, il va me mettre deux index de pas où il faudra que je génère le subwalker. Ok ? Voilà, et maintenant le seul truc qui me reste à faire, c'est de lui dire, dès que tu atteins cette valeur-là, la valeur qui est dans subwalker steps. Par exemple, si j'ai dit que au pas numéro 3, il faut que j'instancie un nouveau subwalker, et bah on va lui dire, à chaque fois que tu fais un pas, quand tu arrives à ce pas-là, tu vas générer le subwalker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre un signal, qui va s'appeler subwalker creation. Okay. Donc on va copier le signal parce qu'on va vouloir les mettre. Et là, ce que je vais dire, c'est à chaque fois que je fais un pas, je vais vérifier si le nbstep actuel correspond à l'un des index qui est dans mon array. Donc ici, ce que je vais faire, c'est if nbsteps in subwalker steps. Si la valeur de nbsteps actuelle est dans l'array subwalker steps, à ce moment-là, on va pouvoir la retirer. Donc on va faire subwalker steps.remove.erase nbsteps.
Donc erase, c'est pour supprimer une valeur d'un arrêt. Donc là, il va supprimer la première occurrence de la valeur nbSteps. Donc si nbSteps ça vaut 2 et que ce walker steps a la valeur 2 dedans, il va la supprimer. S'il y a 2 fois la valeur 2, il va supprimer que la première. Voilà, il supprime la première occurrence. Ici, de toute manière, on n'a qu'une fois chaque valeur, donc on est sûr que ça la supprime, donc on est bon. Et ensuite, on va faire un petit emit signal, qui va me dire subwalker creation. Et là, il va falloir lui indiquer à quelle cellule on est. Quand on va émettre le signal pour dire je veux créer un subwalker, il faut que je te dise à quelle cellule je veux le créer. Donc je vais lui passer la cellule où on est actuellement. Et ici, on pourra aussi lui passer combien de max step maximum va faire mon subwalker. Donc je vais lui dire, je sais pas moi, 4. Il va pas aller très loin. Ensuite, combien de sous-walker lui-même va faire. Et là, on va lui dire 0. On va pas faire un truc en branchement de fou. On pourrait, hein, mais on va pas le faire. Voilà, donc maintenant, on sait que quand on atteint l'un des steps où on doit créer un subwalker, on émet un signal créer le subwalker. Mais ce signal, pour l'instant, il ne fait rien. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que maintenant, dans mon dungeon generator, quand je reçois ce signal, je crée un nouveau walker, du coup, à cet endroit-là. Ça tombe bien, parce que ça, on sait le faire. Donc vous voyez ici, quand je suis retourné dans mon dungeon generator, il m'a renvoyé une erreur. To few arguments for init call, expect at least 3. Parce que là, il attend le nombre de sous-walkers qu'il veut créer. Et je vais lui en donner 2 par défaut. Je vais lui dire, le premier walker, il va se générer à tel endroit. Il va avoir 2 sous-walkers. Et les walkers d'après, ils vont en avoir 0. Donc maintenant, à chaque fois que je crée un nouveau walker, il faut aussi que je lui connecte le signal me disant que je veux créer un sous-walker. Donc je vais faire walker.connect. Et là, je vais lui dire subwalker creation. Je vais le connecter à une fonction de moi-même. Et je vais lui dire, je veux faire onWalker subwalker creation. OnWalker subwalker creation. Ok, je vais créer une fonction qui s'appelle comme ça. Donc ça va m'envoyer la cellule où je veux créer le walker, donc c'est un vecteur 2. Ça va m'envoyer le nombre de pas maximum que doit faire ce walker, donc on va faire max nbStep, qui va être un entier, et ça va m'envoyer le nombre de sous-walkers. Sub nb subwalker, qui va être un entier aussi. Ok. Et ici, en fait, j'ai juste à faire place walker, non? En lui passant la cellule. Sauf que place walker, vous voyez, tout est statique. Je peux pas lui dire, je veux que tu places un walker à tel endroit. Je peux rien faire de tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que place walker, je vais lui passer des arguments. Donc, je vais lui passer cell. Et on va lui donner des arguments par défaut. On va lui dire que on va lui donner comme argument par défaut vector2.inf. Donc, une position infinie. Et on va lui donner par défaut 9 et 2 ici. Ok. On va lui donner, donc, on a dit max nbSteps. Donc, le nombre maximum de pas qu'on va faire. Qui va être un entier qui va être égal à 9. Et on va lui donner nb subwalker qui va être un entier qui va être égal à 2. Ok. Et du coup, je vais pouvoir remplacer ici. Ici, je vais te donner cell. Ici, je vais te donner max nbStep. Et ici, je vais te donner le nombre de sous-walkers. Et en fait, ce que je vais faire, c'est justement que je vais lui donner une random cell seulement si la cellule est égale à l'infini. C'est-à-dire, si on n'a pas défini la cellule que je lui donne en entrée, on va en prendre une au hasard. Donc ici, je vais te dire if cell égale vector2.inf. À ce moment-là, tu vas me dire la cellule, c'est une cellule aléatoire. Cell égale une cellule aléatoire. Okay. Et après, j'ai juste à créer mon walker aux endroits où je veux le créer. Donc, à l'endroit où je veux le créer, avec le nombre de steps que je veux et avec le nombre de sous-walkers que je veux. Ce qui fait que ça me permet ici de dire je veux placer un walker à cette cellule-là. Je veux qu'il ait autant de max nbStep que ça, là. Et autant de sous-walkers que ça. Voilà. Donc je peux lui définir en entrée tout ce que je veux. Bon, bah ça a l'air pas mal ça. Du coup, est-ce que ça fonctionne? Alors, vous voyez, j'ai une erreur ici. Il me dit non-existent function empty in base nil. Alors, à mon avis, c'est une erreur avec shuffle parce que je pense que je vois d'où vient l'erreur. Donc, Crunch, ça me renvoie bien un array avec des valeurs entre 0 et max steps moins 1. Donc là, max steps égale 9. Donc là, ça va m'envoyer un array entre 0 et 8. Donc avec toutes les valeurs entre 0 et 8. Mais là, à mon avis, le shuffle, si on clique dessus, il dit shuffle the array such that the items will have a random order. Donc c'est bien ce qu'on veut faire, mais vous voyez, ça renvoie void. Ça
ça renvoie rien. En fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il se contente de mélanger l'arrêt que tu modifies. Donc, tu peux juste faire steps array.shuffle, et ça, sans avoir à retourner aucune valeur, ça va le modifier. Donc voilà, c'était ça l'erreur. Ok, donc on relance. Ok, donc j'appuie sur entrée pour lancer une génération. Et voilà, vous voyez, il m'a fait un peu plus des embranchements là. Avant, il me faisait un seul bloc, un seul couloir ou alors un seul bloc. Et là, vous voyez, il y a des petits embranchements à droite à gauche. Donc ça, c'est ce que je voulais. C'est qu'une fois de temps en temps, il va me créer un sous-walker qui va se diriger dans une direction différente du walker d'origine. Ce qui fait que je vais me retrouver avec une génération un peu plus intéressante, parce que il va y avoir des chemins divergents, et donc il va y avoir un peu plus d'intérêt du point de vue du joueur ou de la joueuse, qui va devoir chercher un peu plus son chemin, quoi. Par contre, le problème qu'on a, je sais pas si vous avez vu, c'est que des fois on a des générations qui sont vraiment toutes petites. Voilà, par exemple ici on a vraiment une génération qui est toute petite. Là, si on prend les deux points les plus éloignés, donc celui-là et celui-là, on a combien de cases? On a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc ça, c'est vraiment tout petit. Et donc ça, c'est le prochain problème qu'on va essayer d'adresser, c'est-à-dire faire en sorte que le chemin le plus court entre l'entrée et la sortie soit d'un minimum de 6, par exemple, on va dire. On va définir 6, ça va nous donner des générations relativement grandes. Et pour ça, vous allez voir, il va falloir faire pas mal de trucs. Alors, donc déjà, pour pouvoir faire ce qu'on vient de dire, il va falloir qu'on ait une entrée et une sortie. Alors, ce que je peux faire tout simplement, c'est placer l'entrée à l'endroit où j'ai placé le premier walker. Ce serait vraiment la solution la plus simple. Et ensuite, pour la sortie, qu'est-ce qu'on fait? Pour la sortie, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir toutes les cases. Je vais leur définir quel est leur éloignement de l'entrée. Okay. Donc à toutes les cases, je vais calculer le chemin le plus court entre ma case d'origine et ma case de la sortie. Et on va prendre une case au hasard parmi les cases qui sont les plus loin. Donc par exemple, si on a 3 cases qui sont les plus éloignées de la sortie, qui sont, je sais pas, à 7 cases de distance de l'entrée, on va en prendre une au hasard parmi les 3 et ça sera notre sortie. Voilà. Par contre, il va nous falloir un algorithme qui soit capable de définir la distance entre l'entrée et tous les points du donjon. Et pour ça, on va utiliser l'algorithme de Dijkstra. C'est l'un des algorithmes qui sert à faire du pathfinding, mais en plus de faire du pathfinding, on peut faire ce qu'on appelle une Dijkstra map, et c'est ce qu'on va chercher à faire ici. Donc en gros, Dijkstra, c'est un algorithme de pathfinding comme on peut en faire d'autres, mais contrairement à A-Star, par exemple, qu'on a utilisé dans la série, A-Star, il vous trouve pas forcément le chemin le plus court. En fait, A-Star, il va chercher au plus vite à trouver un chemin court. Et il va généralement être assez bon à trouver un chemin parmi les chemins les plus courts, mais dans certaines situations, il va pas vous retourner le chemin le plus court. Par contre, Dijkstra, ça va toujours vous renvoyer le chemin le plus court, mais par contre, ça va demander vachement plus de calcul. Mais l'avantage de Dijkstra par rapport à A-Star, c'est qu'en fait, Dijkstra, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer toutes les distances de tous les points de notre graphe, ici, notre map, et on peut stocker toutes ces informations dans un array. Et après, moi, je vais pouvoir exploiter ces informations d'un point de vue game design, pour designer notre génération procédurale, pour faire des choses avec. Donc, assez blablaté, on va s'y mettre tout de suite. Le premier truc, il faut que j'ai la cellule de départ. Et là, la façon dont j'ai fait mon placewalker fait que je peux pas récupérer la cellule de départ. Une fois que j'ai placé mon walker, ma cellule de départ, là, la cellule aléatoire que je vais passer, elle est détruite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre le truc qui me permet de générer une cellule aléatoire, ça, là, ce code-là. Je vais le mettre dans une fonction. Donc je vais me faire func get random cell, par exemple. Ok. Ça va envoyer une cellule aléatoire dans la grille. Donc je vais faire ça, pouf. On va faire return ça. Ok. Donc ça me retourne une cellule aléatoire dans la grille. Donc je pourrais juste faire ça, ça reviendrait exactement au même qu'avant. Mais l'avantage de ça, c'est que, en fait, ici, je vais lui passer ça. En fait, ici, je vais pas lui passer d'argument par défaut. Donc on va revenir sur ce qu'on a fait tout à l'heure. On va juste lui dire la cellule, c'est un vecteur 2, mais il faut que tu me la donnes en entrée. Donc ici, on va tout supprimer, là. Pouf. Et en fait, la première fois que je vais placer mon walker, dans mon generate dungeon, donc le premier walker que je veux passer, il faut que je lui définisse un point d'entrée. Donc je vais faire... Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc var entry cell qui va être un vecteur 2. Et on va avoir exit cell. Donc je fais CTRL D pour copier la ligne. Hein. Exit cell.
qui va aussi être un vecteur 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que entryCell, ça va être égal à getRandomCell. Donc je vais prendre une cellule aléatoire. Et là, je vais te dire, place-moi un walker à cette cellule aléatoire. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai récupéré mon entryCell. Donc je vais pouvoir l'exploiter. Donc maintenant que j'ai mon entrée, je vais pouvoir, à partir de cette entrée, calculer quelle est la distance de toutes les cases du donjon, une fois qu'il a fini d'être généré, entre l'entrée et cette case du donjon. Comme ça, je connaîtrai la distance entre les deux cases. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir une Dijkstra map. Donc Dijkstra, c'est écrit comme ça. La Dijkstra map. Donc la Dijkstra map. Dijkstra map. Ok. C'est le nom de l'inventeur de l'algorithme. Donc ça va être un arrêt. Et alors pour remplir cette Dijkstra map, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fonction qui va s'appeler, par exemple, on va l'appeler compute cell distances. Ok. Donc calculer la distance des cellules. Voilà. Cette fonction, elle va prendre une cellule de départ en argument, parce qu'il faut bien qu'on calcule à partir d'une cellule, la distance à partir d'une cellule. Ça va être un vecteur 2. Et donc, comment je vais stocker mes données? C'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu dans ma Dijkstra map. Parce qu'il faut que j'associe deux notions. Il faut que j'associe une cellule, donc une position, un vecteur 2, avec une distance. Okay. J'ai juste besoin que ces deux données soient stockées en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une classe, donc une structure de données, ici, là, qui va stocker ces deux informations. Donc je vais l'appeler cellDistance, simplement. cellDistance. Okay. Qui va avoir deux infos, donc une cellule. Donc, par défaut, on va lui donner vector2.inf, par exemple. Voilà. Et on va avoir une distance. Juste l'appeler dist pour que ça soit plus rapide à écrire. Qui va être par défaut moins 1. C'est une distance impossible, moins 1. Une distance, c'est forcément positif. Hein. En fait, le fait de donner des valeurs impossibles, comme ça, comme vecteur de point infini ou distance moins 1, ça me permet de savoir si elles ont été définies ou pas par la suite. Je vais pouvoir lui demander si ta cellule c'est l'infini ou si ta distance c'est moins 1, c'est que l'une des deux n'a pas été définie. Donc, ensuite, il me faut un constructeur pour cette cellDistance. Donc, il va me falloir la fonction init pour pouvoir définir le constructeur. Vous savez, en JDScript, il faut un init pour définir le constructeur. Le init prend autant d'arguments que le constructeur va en prendre. Donc ici, je vais lui dire cell qui va être un vecteur 2. Je vais lui dire dist qui va être un entier. Et je mets des underscore pour pas que ça ait les mêmes noms que cell et dist ici. Ensuite, je vais juste faire cell égale underscore cell, dist égale underscore dist. Comme ça, quand je vais faire cellDistance.new, je vais pouvoir lui passer une cellule et une distance. Et je vais stocker cette information dans ma Dijkstra map. Ok. Donc cette classe-là, elle sert juste à impacter les deux données qui sont une cellule et la distance qui lui est associée dans une seule entité. C'est cette entité que je vais stocker dans ma Dijkstra map. Donc maintenant, en quoi va consister mon algorithme pour calculer la Dijkstra map? En fait, ce qu'on va faire, c'est une fonction récursive, une fonction qui s'appelle elle-même. Donc compute cellDistances va s'appeler elle-même. Comment elle va fonctionner? Et bien en fait, elle va partir de la case d'origine. Donc là, si je lance une petite génération, hop, elle va partir de, mettons que la case d'origine, ça soit celle-là. Elle va partir de cette case-là. Donc déjà, si la Dijkstra map est vide, elle va commencer par ajouter cette case-là en disant la distance c'est 0. Hein. Et ensuite, à chaque fois, elle va prendre tous les voisins et elle va ajouter 1 à la distance. Donc ici, je suis à distance 1. Et je recommence. De là, je rappelle la fonction, je prends tous les voisins, et je rajoute 1, etc., etc. Et dès que je trouve un voisin qui avait un chemin plus long que le chemin que je peux lui donner, et à ce moment-là, je remplace sa valeur, et je lui donne une nouvelle valeur. Donc en fait, ce qu'on veut retenir, c'est seulement le chemin le plus court qui nous a permis d'aller de cette case A à cette case B. Et donc on va seulement garder en mémoire les chemins les plus courts. Et voilà, en fait, c'est à peu près tout. C'est tout. Donc on parcourt les adjacents, on rajoute 1 à la distance à chaque fois, on stocke cette info, et on continue. Et dès qu'on trouve un chemin entre A et B qui est plus court que le chemin qui existait déjà, on le remplace. Donc, on a dit, le premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est de dire, si la Dijkstra map est vide, il faut rajouter la première cellule et lui donner la distance 0. Donc on va commencer par faire ça, donc on va faire if Dijkstra map.empty. À ce moment-là, Dijkstra map.append, et là on va lui donner donc cellDistance.new. Donc on va créer une nouvelle cellDistance, là on va lui passer cell, donc la cellule sur laquelle on est actuellement, et la distance qui va être 0. Ok. Ensuite il faut qu'on incrémente notre distance à chaque fois qu'on appelle la fonction. Donc la distance il faut qu'elle persiste d'un appel de fonction à l'autre,
Donc en fait, il va falloir qu'on puisse avoir la valeur distance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer un argument ici, distance, ok? Ça va être un entier. Il va être égal à 0. Par défaut, ok? Donc là, la toute première fois que je vais appeler compute cell distance, ma distance va être égale à 0, il n'y a pas de souci. Par contre, les fois d'après, il faut que j'incrémente. À chaque fois que j'appelle ma fonction, il faut que j'incrémente ma distance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire distance plus égal 1, pour incrémenter la distance. Et après, je vais récupérer les adjacents. Donc on va faire adjacent égale. Et vous vous souvenez, dans le dernier tuto, on a fait utils.getAdjacentCell. Et ça va être très pratique. On va lui passer notre cellule, ça va nous renvoyer des cellules adjacentes. Super. Et ensuite, on va parcourir tous ces adjacents. Donc on va faire for adjacent in adjacent. On veut récupérer. On veut savoir si cet adjacent est dans la grille ou pas. Parce que s'il n'est pas dans la grille, il ne nous intéresse pas. On veut rien faire avec une cellule qui n'est pas dans la grille. Et il y a un autre cas de figure où on veut rien faire. C'est si la case qu'on est en train de traiter est un mur. Si c'est un mur, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est traiter les cases vides dans le donjon pour savoir à quelle distance ils sont de l'entrée. Donc les cases où il y a du mur, on s'en fiche. Donc déjà, on va checker si c'est un mur ou pas. Donc on va faire tileID égale, et là on va choper la tilemap, tilemap.getCell. Donc on va demander à la tilemap, à cette cellule là, la cellule où je suis, donc ça va être adjacent.x, adjacent.y, à la cellule où je suis actuellement, qu'est-ce qu'il y a comme tile. Et je vais lui dire si le tile est pas -1, parce que je rappelle que les cases où il n'y a rien, c'est des cases vides, par rapport à ma tilemap. Donc, je vais te dire if tileID est différent de -1. À ce moment-là, c'est qu'on ne veut rien faire. Ou alors, si la cellule adjacent est en dehors de la grille. Donc, if is inside grid est faux avec la cellule actuelle, donc adjacent. Donc, dans ces deux cas de figure, c'est que c'est une cellule que j'ai pas besoin de traiter. Donc, je vais faire continue. C'est-à-dire que je passe à l'itération suivante. Continue, on passe à l'itération suivante de la boucle. Donc là, on a mis de côté tous les cas qui ne nous intéressaient pas. Donc maintenant, on va s'intéresser aux cas qui nous intéressent. On va commencer par le cas de figure le plus simple, c'est-à-dire le cas de figure où la cellule n'existe pas encore dans la Dijkstramap. Donc là, on est en train de traiter une cellule qui n'est pas encore dans la Dijkstramap. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est la rajouter dans la Dijkstramap. Donc je peux juste faire ça. Ça, mais sauf qu'il faut que je remplace 0 par distance, donc la distance actuelle, et cell par adjacent. Donc dans ce cas-là, je peux faire ça et je peux appeler récursivement compute cell distance avec adjacent et distance. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste lui dire la première fois. Donc je relance la génération pour vous refaire un topo. La première fois, pouf, je me place, mon point de départ c'est là, mettons. Mon point de départ c'est là, dans la Dijkstramap, il n'y a rien. Donc on commence par rajouter un cell distance, où la distance est 0, avec cette cellule-là. Et ensuite, ici, on va prendre les cellules adjacentes, ici et là, à la cellule actuelle. Donc la cellule actuelle, c'est celle-là. Je prends les cellules adjacentes à cette cellule-là. Donc on va se retrouver avec ces 4 cellules-là. Ces 3 cellules-là, c'est des murs, donc on fait continue, on s'en fiche. Ce qui va me renvoyer tileID est différent de -1. Donc là, on va faire continue. Et il me reste cette case-là. Et cette case-là, je vais la rajouter à la Dijkstramap. Donc en lui donnant la cellule et la distance actuelle. Donc la distance, c'est 1. Et ensuite, je continue. Donc je réappelle cell distance. Donc je me retrouve ici. Ma distance, c'est 1. Et je continue. Donc là, je vais retourner au début de la fonction. Ça, on va pas le faire parce que le Dijkstramap est pas vide. Distance, ça va être 2. Et là, on recommence. On prend les adjacents. Donc je vais me retrouver avec ça. Tac, tac, tac. On recommence. Le seul truc, c'est que là, ici, là, quand je vais être dans cette itération-là et que je vais prendre les voisins, il va me renvoyer cette case-là. On a déjà traité. Donc ce que je veux savoir, c'est est-ce que la distance à partir du nouveau point est plus grande que la distance qu'on avait déjà donnée. Si la distance qu'il y avait déjà est plus courte, on fait rien. Et si la distance qu'on a nouvellement calculée est plus courte, à ce moment-là, on la remplace. Voilà. Donc c'est ça qui nous manque. Avant de faire ça, là, il faut qu'on vérifie si on a déjà mis une cell distance qui correspond à la cellule en question. Donc on va faire une fonction qui nous permet de faire ça, qui va s'appeler getCellDistance. GetCellDist inMap, par exemple. Ou non, getDijkstraCellDist, ok. Ça me renvoie la distance dans le Dijkstra de telle cellule. Donc je vais lui passer la cellule en question, vecteur 2, pouf. Et donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va parcourir toutes les cell distances qui sont dans la Dijkstramap. On va faire for celldist in Dijkstramap. On va faire if celldist.cell. Et là, il faut que je fasse attention.
isEqualApprox. Alors quand vous comparez deux vecteurs 2, s'il vous plaît, utilisez isEqualApprox et faites pas une comparaison égale-égale, parce que il y a le problème de l'imprécision des floats. Ça aussi, c'est un problème très classique d'informatique. Je vous invite à taper imprécision des floating point value ou imprécision des floats dans Google pour comprendre de quoi il s'agit. Mais comparer des floats entre eux, ça peut souvent poser des petits problèmes. C'est pour ça qu'il y a la fonction isEqualApprox dans Godot. Donc là, on va comparer la cellule que je lui donne en entrée avec la cellule de celle distance qu'on est en train de traiter. Et on va lui dire si c'est la même. À ce moment-là, tu me retournes cell dist. C'est juste pour trouver le cell dist qui correspond à telle cellule. Ok ? Donc là, si tu le trouves pas, tu me retournes nul. Mais ce que ça va me permettre de faire là, c'est que là, je vais te dire, je vais essayer de récupérer le cell dist qui correspond à la cellule qu'on est en train de traiter actuellement. Donc, adjacent. La cellule actuelle, la cellule adjacente à la cellule qu'on est en train de traiter. Et maintenant, je vais te dire, si cette cellule n'existe pas, donc si cell dist égale nul, on va faire ce qu'on vient de dire. Hein. Donc ça, c'est le cas où c'est la première fois qu'on traite une cellule. Ok ? Donc ça veut dire qu'on l'ajoute à la Dijkstramap. Et ensuite, on continue de creuser. Mais si elle existe, et donc là, on va mettre un elif, parce que si elle existe, il y a deux cas de figure. Soit la distance à cette cellule est plus grande que la distance actuelle, soit elle est plus petite, ou égale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire, si la distance du cell dist, donc la distance qu'on avait déjà donnée à ce cell dist, le point dist, est plus grande que la distance qu'on a trouvée actuellement, ça veut dire qu'il faut qu'on remplace. Ça veut dire qu'il faut qu'on dise cell dist.dist égale distance. Il faut qu'on lise la nouvelle distance qu'on t'a trouvée, le nouveau chemin qu'on t'a trouvé, il est plus court en fait. T'avais déjà un chemin entre le point A et le point B, mais il est plus long que celui qu'on vient de trouver, donc on te le remplace. Ok ? Et si c'est le cas, si on a trouvé une distance qui est plus courte, à ce moment-là, il faut qu'on refasse compute cell distance avec la cellule adjacente, parce que ça veut dire que potentiellement ses voisins aussi ont des distances plus courtes. Donc il va vérifier si ses voisins aussi ont des distances plus courtes. Si c'est pas le cas, il va s'arrêter là puisque la distance sera plus longue. Et si c'est le cas, bah, il va continuer à creuser jusqu'à ce qu'il trouve les distances plus courtes. Donc en fait là, ce qui va se passer, c'est que notre algorithme il va se propager dans la map jusqu'à ce que toutes les distances soient au plus court possible entre le point A et le point B. Et une fois que toutes les distances seront traitées, on va se retrouver avec ce qu'on appelle là, donc la Dijkstramap. Pas facile à dire, Dijkstra. Avec la Dijkstramap. Et la Dijkstramap, eh ben, elle nous permet exactement de connaître la distance entre la cellule d'entrée et n'importe quelle cellule dans la map. Ce qui est très très puissant, évidemment. Alors là, il me renvoie une erreur, void function cannot return a value. C'est parce que là, je lui ai dit que ma fonction, elle retournait rien, alors que c'est pas le cas. Ma fonction, elle retourne une cell distance. Voilà, donc là, on a fait l'algorithme de loin le plus complexe qu'on va faire dans cette série. Donc maintenant qu'on a tout ça, ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire, c'est de dire, on a notre Dijkstramap, on a notre point d'entrée, est-ce qu'on pourrait pas les afficher ? C'est-à-dire, on va afficher notre point d'entrée, avec une case particulière, par exemple, et on va afficher les distances entre le point d'entrée et toutes les cases de la map. Donc, je vais faire func display Dijkstramap. Donc ça, c'est un algorithme qui va parcourir toutes les cellules dans la Dijkstramap, et qui va les afficher, en fait. C'est juste une boucle toute simple, hein. Mais on va faire ça juste après. Le truc que je voudrais faire avant, c'est placer le point de départ. Pour ça, évidemment, on va se mettre dans Dungeon Generator, et ici, on va importer un asset que vous pourrez retrouver dans l'asset pack, comme d'habitude. Voilà, qui est juste cet asset-là, avec une case entrée et une case sortie. Donc là, je vais les ajouter ici, pouf. Donc je vais aller dans le tilemap, et je vais rajouter ça, pouf. Et ici, je vais m'en faire un nouveau atlas. Non, nouveau simple tile. Je vais me sélectionner mon entrée, ici, ok. Le seul truc que je vais changer, c'est dans Selected Tiles, je vais changer son nom, et je vais l'appeler Entry. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une nouvelle simple tile, donc nouvelle simple tuile pour la sortie. Ok, donc là, j'ai ma sortie. Et ma sortie, c'est pareil, on va la renommer. Exit. Voilà, et donc je me retrouve avec mon entrée et ma sortie, mes deux cases. Et donc maintenant on va vouloir afficher l'entrée. Pour l'instant on n'a pas de sortie, donc il faut juste afficher l'entrée. Donc ça va être pour afficher la Dijkstramap, on l'a pas encore codé. Et on va aussi faire un truc du genre update exit and update entry and exit cells. Donc plutôt que update, on va mettre place entry and exit cells. Ok. Donc j'ai pas besoin de lui passer d'arguments puisqu'on a défini mon entry cell et mon exit cell comme des variables de classe ici. J'ai pas besoin de lui définir. Je vais juste faire tilemap.set
cell v. Donc là, cette cell v, ça me permet de dire à tel vecteur, donc à telle cellule, je vais lui donner tel type de tile. Donc ici, on va lui donner entry. Il faut qu'on trouve la cellule qui correspond à cette entrée. Pour ça, il faut que j'ai le bon index du tile. Il faut que je connaisse l'index du tile qui correspond à mon entrée. Donc, on va lui demander, en fait. Vous savez ce qu'on va faire déjà? On va se mettre le tilemap dans une variable. On va faire les choses bien. On va faire onReadyVar tilemap. Pour éviter de faire le $tilemap 15 000 fois, parce que $tilemap c'est getNode. À chaque fois, vous appelez la fonction getNode. Hein. Donc ça demande un peu de performance à chaque fois. C'est pas énorme, mais voilà. Tant qu'on peut éviter, autant le faire. Donc je récupère mon tilemap. Maintenant, il faut que je sache dans le tilemap quel est l'ID de telle cellule. Donc moi, je veux savoir quel est l'ID de mon tile qui correspond à mon entrée. Donc de cette case-là. Là. Cette case-là, je veux connaître son ID. Ok. Je vais faire var entry ID, par exemple, qui va être égal à tilemap.tileset. Donc parce que le tilemap, il a une ressource qui s'appelle tileset ici. Et le tileset, c'est lui qui contient toutes les données qui sont relatives au tile. Donc c'est à lui qu'il va falloir demander quel est le tile en question. Si vous cherchez dans l'aide tileset, dans la doc, vous avez un objet qui s'appelle tileset ici. Donc c'est ça qu'on récupère quand on fait tilemap.tileset. Et ce truc-là, il va nous dire tile. Normalement, on doit pouvoir trouver un tile par son nom. Là, si je fais CTRL F name, find tile by name, vous voyez. Ça nous renvoie un entier. On cherche. Return the first tile matching the given name. Donc là, je vais lui dire, je cherche le tile qui s'appelle entry. Et ça va m'envoyer son index. Donc c'est ça que je veux. Paf. Donc je vais faire paf. Find tile by name entry. Ok. Donc je vais avoir entry cell. Je vais lui donner ce tile-là. Donc je vais dire à mon tilemap, tu vas donner à la cellule qui correspond à ma cellule d'entrée, le tile qui correspond à mon tile d'entrée. Et on va faire pareil pour celui de sortie. Donc on va faire CTRL. Donc je vais copier tout ça là. Hop. Et donc là pour la sortie, exit ID. Et donc là je peux mettre exit ID. Et là faut pas oublier de remplacer ça aussi. Exit cell. Ok. Donc ça me place mon entrée et ma sortie. Ok, super. Bon, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre entre commentaires, parce que pour l'instant, on n'a pas de sortie. Hein. On n'a pas défini la sortie. Si je le mets pas entre commentaires, ça va m'envoyer des erreurs. Mais au moins, on l'aura fait. Donc ça, ce que ça va me faire, c'est que ça va me placer mon entrée et ma sortie. Bon, donc ce qui est cool, c'est qu'après, à la fin de la génération de mon donjon, je peux juste dire, tu vas faire ça, tu vas me placer mon entrée et ma sortie. Mais pour ça, il faut que je lui définisse quelles sont l'entrée et la sortie. L'entrée, je l'ai déjà définie. La sortie, je ne l'ai pas encore définie. Donc pour l'instant, juste, j'ai mon entrée, c'est déjà pas mal. Si je lance le jeu, ça va me dire où est-ce qu'est mon entrée. Paf, mon entrée est là. Vous voyez, à chaque fois, ça me place l'entrée. Donc la sortie, on garde ça pour un peu plus tard. Maintenant, ce qu'on va s'occuper, c'est d'afficher la Dijkstramap. C'est-à-dire afficher la distance de chaque cellule à notre entrée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va parcourir toutes les cell distance dans la Dijkstramap. Donc for cell dist in Dijkstramap. On va connaître la cellule à laquelle on est. Pour chacun des cell distance, on connaît la cellule à laquelle on est et on connaît la distance à l'entrée. Donc on va pouvoir l'afficher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un label à chaque fois que je vais mettre dans un nœud. Donc je vais me mettre un nœud contrôle que je vais appeler cell distances. Ok. Donc déjà, on va vider tous les éléments qu'il y a dans cell distance parce que à chaque génération, je vais vouloir remettre des nouveaux cell distance. Donc je vais remettre des nouveaux labels dans cell distances. Donc à chaque fois que je vais vouloir réafficher la Dijkstramap, il faut que je vire tous les labels qui existent déjà et que je en remette de nouveau. Donc je vais faire for cell for child and cell distances.getChildren child.queue_free. Donc queue_free, vous vous souvenez, ça permet de détruire un nœud. Donc là, je détruis tous là, je détruis tous les labels qui sont dans cell distance, tous les labels que je vais créer ici. Ça veut dire qu'à chaque génération, il va d'abord détruire tous les labels et ensuite créer les nouveaux. Donc, comme ça, il va update à chaque fois. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je définisse déjà un nouveau label. Donc il faut que je fasse label égale label.new. Donc je crée un nouveau label. Ce label, on va lui donner comme texte
cell distance distance, parce qu'on veut afficher la distance de la cellule en cours, mais sauf que un texte, ça doit être une string. Donc il faut que je convertisse ça qui est un entier en string. Donc on va faire string, je vais convertir ça en string. Voilà. Il va me faire une chaîne de caractères qui contient l'entier, en fait. Et ensuite, il faut que j'arrive à trouver sa position. Donc quelle est la bonne position pour celldist? Et alors pour faire ça, déjà il me faut quelle est la taille d'une cellule dans la tilemap. Okay, donc là, la taille d'une cellule dans la tilemap, donc je vais faire var cell size égale tilemap.getCellSize, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas, voilà, getCellSize. Donc ça va renvoyer la taille des cellules dans la tilemap. Donc ici c'est 64 par 64 je crois, mais on le fait dynamiquement. Et donc maintenant ce que je peux faire c'est juste label.setPosition. Et là on va lui donner la bonne position qui va correspondre à la cellule où on est, donc celldist.cell, fois la taille d'une cellule, forcément. Et attention, parce qu'il y a un petit truc à prendre en compte aussi, c'est, tout ça, ça suffit pas, il faut aussi prendre en compte la scale de notre tilemap, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode précédent, on a divisé par 2 la scale de notre tilemap, vous voyez, 0,5, pour qu'il puisse rentrer dans l'écran, parce que les cellules étaient trop grandes. Donc il faut qu'on multiplie le tout par la scale de notre tilemap, parce que sinon, les trucs vont plus se retrouver au bon endroit, par rapport à nos cellules. Donc il faut que je multiplie tout ça par tilemap.scale. Ok. Donc là j'ai créé mon label, je lui ai donné sa position, je lui ai donné son texte. J'ai plus qu'à l'ajouter. Donc je peux faire celldistance.addChild label. Ok. Alors maintenant que j'ai ça, j'ai cette fonction qui permet d'afficher la Dijkstramap. Je vais l'appeler dans mon generate dungeon. Donc je génère tout mon donjon. Une fois que le donjon a fini d'être généré, je place tous les éléments. Une fois que j'ai placé tous les éléments, j'affiche la Dijkstramap. Ok. Donc fais-moi voir. Alors ça marche pas, ça m'affiche rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On va aller voir dans le distant. Et vous voyez, dans le distant, j'ai rien dans celldistance. Il ne les a pas ajoutés. Parce qu'il n'a pas calculé la Dijkstramap là, je lui ai jamais dit de la calculer en fait. Donc il faut que je fasse compute celldistance, parce que j'ai jamais calculé ma Dijkstramap actuellement. Donc là j'essayais de l'afficher alors que je l'avais jamais calculé, parce que j'avais juste pas appelé la fonction. Donc là il faut que je fasse compute celldistances avec entryCell. Donc on va calculer toutes les distances par rapport à l'entrée. Ça va me mettre tout dans la Dijkstramap, ici. Et on devra être bon. Un truc auquel il faut faire attention, c'est que la Dijkstramap, à chaque fois que je relance une génération, il faut que je la vide. Donc on va faire Dijkstramap égale un arrêt vide. Ok, bam. Alors là, on a 0 ici, mais c'est tout. Visiblement, ok. Alors là, il nous affiche quelques distances. Ok, donc il y a un petit bug. Quelque part, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça bug comme ça? Alors, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est d'essayer de se mettre un breakpoint ici et de voir ce qu'il y a dans le Dijkstramap une fois qu'on a fait notre première génération. Je me mets un breakpoint ici et je regarde ce qu'il y a dans le Dijkstramap. Est-ce que déjà j'ai ce qu'il faut? Donc là je lance le truc, je mets un breakpoint, ou même pas de breakpoint du tout en fait, je peux laisser comme ça et aller voir dans distant. On va voir si la Dijkstramap a l'air de correspondre à ça ou pas. On a une Dijkstramap qui contient un seul élément, donc ça c'est pas normal. Comment ça se fait? Et en fait, ça se fait que, tout simplement, j'ai fait le compute celldistance avant le update grid display. Et vous voyez, ce qui change les cellules dans la tilemap, c'est le update grid display. Ça change les cellules dans la tilemap, ça vient les creuser. Et le truc, c'est que lui, il a besoin de savoir quelles sont les cellules qui sont des cellules des murs ou quelles sont les cellules qui sont des vides. Donc il faut que je le fasse après avoir update le grid display. Voilà. Tout simplement. Ok, et donc là si on relance, voilà, là ça fonctionne. Donc là on a bien notre Dijkstramap qui s'affiche. Donc on a bien le point de distance 0 et vous pouvez vérifier, tous les points qui sont affichés dans la Dijkstramap tous les numéros qui sont affichés là sont la distance minimum à l'entrée. Donc là 8 c'est le chemin le plus court que je peux parcourir pour arriver de là à là, fait 8 cases.
Et on peut faire ça à l'infini, pouf, 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 et vous allez voir qu'il nous génère toujours le donjon plus la Dijkstra map. Super cool. Bon là il me dit qu'il y a une petite, il y a un petit warning. The local variable E is declared but never used in the block. Choose subwalker steps. Ouais, I on en a pas besoin ici. Donc je vais mettre un underscore juste pour que l'interpréteur nous embête pas. D'accord. Bon, maintenant que j'ai généré la Dijkstra map et que je l'ai affichée, comment je vais placer la sortie? Bah pour ça, il faut que j'obtienne toutes les cases qui sont le plus éloignées dans la Dijkstra map. Donc je vais me faire une fonction qui s'appelle getFurthestCells, trouver les cellules les plus éloignées. Donc func getFurthestCells. Okay. Ça va m'envoyer un pool vector de array, un array qui contient que des vecteurs 2. Déjà, je veux la profondeur du donjon, la dungeon depth. C'est-à-dire la longueur maximum qui existe entre l'entrée et les cases les plus éloignées. Donc ça, je vais appeler ça la profondeur du donjon, la dungeon depth. Donc je vais faire get dungeon depth. Ok. Ça va m'envoyer un entier qui va être la profondeur maximum du donjon. Et ça, c'est assez simple en fait. On peut faire var max depth égale 0. Et on va parcourir chaque cell dist dans la Dijkstra map. Et on va faire if cell dist.dist est supérieur à max depth. Max depth égale cell dist.dist. Et on return max depth. Donc ça, je parcours juste tous les distances dans la Dijkstra map. Je prends simplement la distance la plus grande. Voilà. Donc ça va m'envoyer ce qu'on appelle la profondeur du donjon, dungeon depth. Donc c'est la longueur maximale en fait. Donc je vais faire var dungeon depth égale ça. Ok. Et maintenant, j'ai juste à renvoyer tous les cell dist qui ont cette profondeur là. Donc ici, je vais faire var further cells ici. C'est un pool vector de array vide. Et ce que je vais faire, c'est que pour chaque cell dist in Dijkstra map, lui faire if cell dist.dist égale dungeon depth. À ce moment-là, il faut que je m'ajoute la cellule. Je vais faire furthest cell.append et là, je vais lui dire cell dist.dist. Cell dist.cell, pardon. On veut la cellule. Et à la fin, on return furthest cells. Donc ça va m'envoyer un array qui contient toutes les cellules qui sont les plus éloignées de mon entrée. Okay. Et grâce à ça, je vais en prendre une au hasard parmi celles-là, et ça sera donc la sortie. Donc là, je vais pouvoir retirer les commentaires pour ça. Je vais pouvoir placer ma sortie. Ici, je vais trouver une sortie. Donc là, je vais avoir var exit cell égale getFurthest cell. Donc ça m'envoie un array. Et ici, on va prendre un... Donc là, on va avoir furthest cells. Je vais le faire en deux fois. Furthest cells égale ça. Et on va faire exit cell égale furthest cell avec comme ID rendu une valeur aléatoire entre ça et ça.size. D'accord. Donc là, je prends une valeur aléatoire entre 0 et la taille de furthest cell. Donc ça va m'envoyer un ID aléatoire dans furthest cell. Donc en fait, je prends juste une cellule aléatoire là-dedans. Ça me définit ma sortie. Ok. Donc là, si je relance le truc. Paf, vous voyez, j'ai mon entrée et j'ai ma sortie. Il va toujours prendre, par rapport à l'entrée, un des points les plus éloignés. Bon, c'est bien beau, il me reste plus qu'une étape dans le tuto, c'est de dire si la profondeur du donjon est plus faible que 6, par exemple, une valeur arbitraire, on va définir là, on va dire, par exemple, const min dungeon depth, ok, qui va être égal à 6. La profondeur minimum que le donjon doit avoir. Tant que cette valeur est... Donc tant que le dungeon depth est plus faible que ça, on va relancer la génération. On peut faire un while. Tant que la profondeur est plus petite que Dungeon Depth, on va faire tout ça. Et alors là, il faut que je mette le Dijkstra dedans, donc il faut que je fasse tout ça là. La sortie, on n'a pas besoin de le faire, on peut le faire là. Donc tout ça, je vais le faire autant de fois que nécessaire pour que la profondeur du donjon soit inférieure à 6. Soit supérieure à 6. Donc, tant qu'elle est inférieure à 6, on va continuer à faire une génération. Donc on va lancer le truc pour voir.
Il va falloir qu'on fasse ça pour que ça fonctionne. Hop. Donc voilà, ce que je lui dis, c'est ça. Donc j'initialise la grille et je vide la Dijkstra map. Et tant que la longueur la profondeur du donjon est inférieure à 6, donc la longueur minimum, on recommence. On fait la génération autant de fois que nécessaire. Il faut juste que je le remette à 0 à chaque fois que je lance la génération du donjon, parce que sinon cette condition-là va être vraie avant qu'on rentre dans la boucle. Donc il faut bien que la grille soit remise à 0 et la Dijkstra map aussi, avant de faire cette boucle-là. Sinon ça va pas marcher. Et donc voilà, on a notre génération qui fonctionne. Donc ça génère des tonnes et des tonnes de donjons différents. Donc les derniers trucs qui vont nous rester à faire, ça va être placer des pièces, donc des salles, et placer les portes qui connectent les salles entre elles. Une fois qu'on aura tout ça, on aura toute la gestion la génération du donjon, purement de la génération des données du donjon, du modèle du donjon, qui sera bonne. On n'aura plus qu'à l'appliquer dans le jeu ensuite. Ce qui n'est pas la partie la plus difficile, évidemment. Voilà, c'est tout pour cette fois. On a quand même vu pas mal de trucs importants, et notamment l'algorithme Dijkstra, très important pour faire ce genre de choses. Avec ça, on a quand même une topologie du donjon qui est bien fonctionnelle. Le donjon, il fait un minimum il fait une taille minimum. On a une entrée et une sortie. On a potentiellement des petits couloirs qui sont des fausses pistes. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour faire un donjon plus ou moins intéressant quand même. Donc la prochaine fois, on va s'occuper de placer les salles et de placer les portes. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me soutenir, vous avez la page Ko-fi qui est dans la description, où vous pouvez faire un don soit ponctuel, soit mensuel pour me soutenir, c'est très cool. Évidemment, je fais aussi du stream sur Twitch, vous avez le lien toujours dans la description, où je bosse toutes les après-midi sur mon jeu qui s'appelle Xion League. N'hésitez pas à venir faire un coucou. Je vous mets le lien du Discord si vous avez la moindre question. N'hésitez pas à venir faire un coucou, à poser les questions ou remarques sur les vidéos ou quoi que ce soit. Pour ce, je vous fais des poutous, je vous dis à la prochaine et salut.